Merci beaucoup d'être avec nous, Merci Sébastien Chenu, d'être notre invité politique ce matin, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national, porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale à Montpellier ce matin, où on retrouve Vincent Coste du Midi Libre. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous pour cette interview. On va bien sûr longuement parler de la campagne présidentielle et des meetings de ce week-end, Sébastien Chenu, mais d'abord un mot sur l'Ukraine et sur la Russie, puisqu'Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui Vladimir Poutine. Il se rendra en Ukraine demain. Il veut tenter de trouver une solution diplomatique au conflit entre les deux pays. Est-ce que vous soutenez son initiative ? Oui, mais elle arrive bien tard. Vous savez, Emmanuel Macron avait rencontré Vladimir Poutine au début de son mandat. Il le rencontre aujourd'hui au moment où finalement il achève ce quinquennat. Et entre les deux, que s'est-il passé ? Pas grand-chose. On n'a pas eu le sentiment que la France ait été beaucoup à l'initiative durant ces années. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, je pense, les Russes ont du mal à comprendre ce qu'a fait Emmanuel Macron ou quel est le sens de sa politique diplomatique sur ces dernières années, puisque ça a été quelqu'un de très évanescent, ça n'a pas été un partenaire très solide, et on a eu le sentiment que la France, elle était un peu en deuxième catégorie. Il faut revenir en première catégorie. Il ne faut pas se comporter, j'allais dire, comme un vassal, mais comme un intermédiaire. Or, et là, on n'y est pas en première catégorie pour vous ? C'est un peu tard. Si vous voulez, on a vu que c'était quand même les États-Unis, la Grande-Bretagne qui étaient à la manœuvre, et nous, on est un peu spectateurs, alors que je pense que notre rôle, c'est d'être un intermédiaire solide dans cette crise. Moi, je ne crois pas, au moment où nous nous parlons, à une guerre possible, pour plein de raisons, y compris des raisons objectives. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas... Il y a bien entendu des militaires qui sont massés à la frontière, mais par exemple, il n'y a pas d'hôpital de campagne, etc. Donc on voit bien que c'est plutôt une pression qui est mise, mais je pense que la France aurait gagné à être effectivement cet intermédiaire. On a perdu du temps, et Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'ait pas été un diplomate hors pair durant ces 5 années, entre les pays avec lesquels on a perdu du crédit, ceux qui nous ont humiliés. Ça n'a quand même pas été brillant. Vincent, une question là-dessus. Oui, le président de la République n'est pas officiellement encore candidat. Il justifie le fait de ne pas être candidat par l'activité qu'il mène sur le front international et aussi par les réponses qu'il doit apporter à la crise sanitaire. C'est justifié selon vous? C'est quelque chose qui peut être entendu, ce retard de son entrée en campagne par rapport à ces motifs-là qu'il avance? Écoutez, je crois que personne n'est dupe. Je le disais en début d'intervention, Emmanuel Macron, on ne l'a pas vu en Russie pendant 5 ans. Là, il surgit tel un diable qui sort de la boîte en disant « Ah, mais nous sommes là aussi, c'est un peu tard ». Et ça lui donne un prétexte pour ne pas annoncer sa candidature. Moi, c'est un prétexte ? Ah oui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le lire. Emmanuel Macron s'agite beaucoup, tout ça pour nous faire croire qu'il a une activité très importante et qu'il ne veut pas dire qu'il est candidat aux élections présidentielles. Personne n'est dupe. Enfin, il n'y a pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Donc Emmanuel Macron s'agite. Il sera candidat de facto puisqu'il a dépassé les 500 parrainages. Et par exemple aussi. Mais je veux dire, il s'agite, c'est-à-dire qu'un coup, il est à l'international où il essaye de remuer les choses alors qu'on ne l'a pas vu pendant 5 ans. Un coup, il est en province, il était la semaine dernière dans le Nord-Pas-de-Calais pour faire des annonces. C'est un peu tard, là aussi, au bout de 5 ans. Vraiment, ce sont des rideaux de fumée. Personne n'est dupe. Et sincèrement, c'est pas très loyal. C'est pas très respectueux ni des électeurs, ni de la démocratie. Et on attendrait d'Emmanuel Macron un peu plus de courage. On attendrait d'un président de la République sortant qui va se représenter, qu'il le dise, qu'il vienne débattre. C'est un manque de courage pour vous. Le fait qu'il ne se déclare pas candidat officiellement, c'est un manque de courage. Je veux dire, quand j'entends que le président de la République ne compte pas se soumettre à un débat contradictoire avec ses adversaires, sincèrement, c'est une mauvaise manière faite aux Français. Du coup, Marine Le Pen non plus ? Mais Marine Le Pen débattra avec Emmanuel Macron et les autres candidats. Mais elle ne débattra pas s'il n'y a pas Emmanuel Macron. D'ailleurs, elle a demandé également à débattre, par exemple, avec Valérie Pécresse, parce qu'on nous dit que dans les sondages, elles sont au coude à coude. Alors nous, et je le répète ici d'ailleurs sur votre plateau, nous lançons cette invitation à Valérie Pécresse qui, elle, est dans une stratégie de l'évitement. Alors Mme Pécresse, elle ne doit pas avoir grand-chose à dire. On la voit nulle part, elle se faufile, elle ne sort pas d'Île-de-France. Demain, le Val-de-Marne, le meeting à Paris, elle est cadenassée en Île-de-France. C'est un peu dur. Puis, elle était en Champagne-Ardenne ce week-end, elle était en Corse la semaine dernière. Ça n'a pas été très... on n'a pas entendu grand-chose. Mais surtout qu'elle vienne débattre aussi, Valérie Pécresse. C'est incroyable, ces candidats
quand même, président de la République, Mme Pécresse, qui veulent présider aux destinées de la France et qui refusent de débattre, c'est-à-dire de mettre sur la table leurs propositions, de nous expliquer comment ils vont faire, leur bilan. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a un bilan dont on pourrait parler longuement. Aucun président candidat à sa propre succession n'a participé à un débat d'avant-premier tour. D'accord, mais enfin, Emmanuel Macron ne nous avait pas raconté qu'il était le nouveau monde, que ça allait être très différent, qu'avec lui, on allait voir ce qu'on allait voir. Remarquez, il nous avait dit aussi que c'était un économiste hors pair. C'est bon, on a vu. Que c'était un diplomate extraordinaire. Merci, on a vu. Donc, effectivement, c'est un démocrate absolument redoutable et absolument moderne, puisque désormais, il refuse le débat. Donc effectivement, ce nouveau monde, il est pire que l'ancien finalement. En fait, il a tous les travers de ses prédécesseurs. Alors, on va revenir sur le meeting de Marine Le Pen. C'était ce week-end à Reims. Ce qu'on retient finalement de ce meeting, c'est ce moment personnel. Elle s'est livrée à la fin, elle est sortie de son pupitre, elle s'est avancée sur la scène et elle s'est livrée sur sa vie, sur son parcours, sur sa vie de mère, sur son parcours politique. Est-ce qu'au bout de la 3e campagne, il y avait une nécessité de fondre l'armure pour elle ? Mais je crois que ce qui était intéressant, c'est que Marine Le Pen a fait, à travers cet acte de sincérité, l'inverse de ce qu'ont fait certains de ses prédécesseurs en campagne, qui venaient nous raconter qu'ils avaient changé. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, j'ai changé, etc. Non, mais on ne change pas. En réalité, on peut s'améliorer. Et Marine Le Pen, elle est venue dire, j'ai appris. Je suis tombé, je me suis relevé. Voilà qui je suis. J'ai appris de tout ça. J'ai appris de ces années passées à batailler. J'ai appris de ces années passées à tempêter. Elle a dit d'ailleurs, moi je ne veux plus du bruit ni de la fureur. Je veux faire les choses sérieusement. Et je crois qu'elle a voulu démontrer que sa vie, son parcours, a été fait de hauts, de bas, de difficultés personnelles et politiques, comme tous les Français, et qu'elle en avait tiré quelque chose. Parce que c'est ça qui est important. C'est de tirer de ces expériences quelque chose. Mais pourquoi ce moment maintenant ? Comment ça a été décidé, vous qui êtes dans l'équipe de campagne ? D'abord, pourquoi ? Parce que je pense qu'elle n'est plus très loin de gagner. En réalité, dans les sondages qui la placent au second tour, Marine Le Pen n'est plus très loin de gagner. Nous n'avons jamais été aussi haut. Et je rappelle que le week-end dernier, nous dépassions Valérie Pécresse au second tour, dans les intentions de vote, au second tour face à Emmanuel Macron. Donc nous sauf que face à Emmanuel Macron, vous êtes toujours perdant. Aujourd'hui, mais qu'Emmanuel Macron se déclare, qu'il vienne faire campagne, qu'il vienne proposer, qu'il vienne débattre, et on verra à ce moment-là. Donc pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus très loin. Et puis, c'est nécessaire. Les Français votent évidemment pour des idées, mais ils ne votent pas pour un catalogue de promesses. Ils votent pour une incarnation. Ils veulent savoir à qui ils confient les clés du pays. Et à Marine Le Pen, ils auront le sentiment, je crois, de confier le pays, de mettre le pays entre de bonnes mains. Ils veulent savoir qui est cette femme. Qu'on a présentée souvent comme une héritière politique, qu'ils ont le sentiment d'avoir vu, de connaître depuis longtemps, de voir depuis longtemps, sans forcément connaître la femme qui est derrière. Or, on le sait, une élection présidentielle, c'est une incarnation. C'est un rapport direct aux Français. Sauf qu'avant ce moment personnel qui était à la fin du meeting, il y a eu tout un discours dans lequel elle a quand même présenté sa vision de la France. Alors, elle a parlé de la France des villes, de la France des villages, elle a parlé pouvoir d'achat, et on a senti peu de réactions dans la salle, en tout cas, moins d'enthousiasme que lorsqu'elle évoquait les sujets de l'immigration. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de message dans ce discours ? Non, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'étais dans la salle et d'abord, on était 5000 personnes. Nous n'imaginions pas être autant, il faut bien le dire. Et Marine Le Pen est là, 2 pieds. Sa campagne repose sur 2 pieds. Rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord lutter contre les idéologies qui nous font tant de mal, en isme, le wokisme, l'islamisme. Ça, c'est rendre aux Français leur pays. Nous ne souhaitons pas que notre pays soit autre chose que ce qu'il est. Et puis, nous ne souhaitons pas que notre pays, que la France, soit autre chose que les Français ont construit. Les Français, ils ont construit avec leur travail, avec leurs efforts, un pays avec des protections sociales, avec des équilibres. Et aujourd'hui, ce sont ces équilibres qui sont attaqués par les décisions du président de la République. On le voit avec le pouvoir d'achat. Enfin, hier, 1,76 à la pompe le gasoil. Enfin, on se rend compte, c'est beaucoup plus d'ailleurs que le prix qui avait fait sortir les gilets jaunes sur les ronds-points. Et c'est là-dessus que vous attendez vos électeurs ? C'est la préoccupation numéro 1 des Français que celle du pouvoir d'achat. Alors, il y en a d'autres, l'immigration, la sécurité, la santé, le logement, ce sont des préoccupations fortes. Mais le pouvoir d'achat, aujourd'hui, est au cœur des préoccupations des Français. D'ailleurs, c'est bien compréhensible. Une fois que je suis soigné ou que j'échappe au Covid, qui est la grande angoisse de nos compatriotes, comment je vis ?
comment je mange, quelle est ma qualité de vie, comment j'élève mes gamins. Enfin, je veux dire, c'est... Et si elle a balayé autant de sujets, est-ce qu'il y avait aussi nécessité pour elle de montrer qu'elle était une candidate crédible sur tous les sujets, sur d'autres sujets que l'immigration et la sécurité? Marine Le Pen, c'est ça aussi l'enjeu pour vous? Oui, mais vous savez, une élection présidentielle, c'est pas le début d'une nouvelle aventure comme on pourrait l'imaginer, c'est la fin des 5 ans passés. En fait, c'est la conclusion de ce qui s'est passé pendant 5 ans. Emmanuel Macron, il a un bilan de ses 5 ans. Il sera jugé sur ce bilan et sur son projet. Marine Le Pen, elle a quelque part un bilan d'opposante. Elle a été enterrée 100 fois, elle est tombée, elle s'est relevée, mais surtout elle a travaillé pendant ces 5 années. Et elle a construit un projet avec des gens d'expérience. Et ce projet, aujourd'hui, il répond à toutes les préoccupations des Français. Avant, on disait, oui, le Rassemblement national, vous parlez que de sécurité et d'immigration. Eh bien, nous sommes aujourd'hui capables de parler de santé, de parler de logement, de parler de pouvoir d'achat, de parler de ce qui intéresse concrètement la vie des gens. Parce que finalement, quand on est candidat, c'est bien pour solutionner les problèmes des gens, c'est bien pour que les Français vivent mieux demain. Vincent. Le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro 1 des Français, c'est vrai, mais également des Américains, des Espagnols, des Italiens, parfois dans des proportions beaucoup plus inquiétantes qu'en France. J'ai écouté le discours de Marine Le Pen samedi qui dresse un portrait un peu apocalyptique de l'état de la France en 2022. Vous pensez vraiment que la France est dans cet état, qu'il y a quand même quelques indicateurs positifs à la sortie de crise, que ce soit le chômage, la croissance et les problèmes d'inflation ne sont pas inhérents spécifiques à la France. On le note dans tous les pays occidentaux. L'état réel du pays est à ce point sombre et désespéré? Je crois honnêtement que le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas bon. En particulier économiquement. Il n'est pas bon en matière de sécurité et d'immigration. Vous avez vu les chiffres qui sont sortis ces jours-ci. C'est apocalyptique. D'ailleurs, on n'entend plus Gérald Darmanin. On se demande même où il est passé. D'habitude, il sortait, il allait faire quelques tweets, etc. Aujourd'hui, ministre de l'Intérieur qui a complètement disparu de la circulation. Mais économiquement... Il était là. Il a lancé le nouveau CFCM ce week-end. Oui, oui, d'accord. OK, on aurait beaucoup à dire aussi là-dessus. Non, mais d'abord, économiquement, quand vous dites, monsieur, le chômage a baissé, enfin, catégorie A, B, C, il faut quand même prendre ces 3 catégories en compte. On a aujourd'hui plus de demandeurs d'emploi qu'on en avait au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis surtout, moi j'ai le sentiment, enfin pas le sentiment d'ailleurs, je vois ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a transformé notre économie. Il a ubérisé notre économie. Il est un élève zélé du libéralisme, il est un libéral excessif, il est un libéral à tout crin. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a évidemment transformé notre économie, c'est-à-dire que, quand je dis il l'a ubérisé, il a créé un nouveau prolétariat, les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo, ce nouveau Larbina de notre société. C'est Emmanuel Macron, ça? Mais bien sûr, il a accéléré tout ça, parce qu'en fait, il a fait en sorte que notre économie ne repose plus que sur des emplois qui ne sont pas pérennes, que sur la débrouille, que sur l'idée demain peut-être de travailler d'avoir 2 ou 3 emplois, mais c'est la philosophie déconstructive d'Emmanuel Macron. C'est un libéral à tout crin, et lui, ça l'ennuie pas. D'ailleurs, vous savez, c'est le candidat de l'interchangeabilité. Avec Emmanuel Macron, tout doit être interchangeable. Vous êtes boucher charcutier le lundi à Vierzon, vous devez devenir esthéticienne le mardi à Biarritz. C'est-à-dire que vous devez changer de boulot, d'endroit dans lequel vous vivez, vous devez vous attacher à rien. Mais c'est ça la philosophie d'Emmanuel Macron, celle dans laquelle on ne s'attache à rien. Un mot sur la crise sanitaire, Vincent? Oui, parce que finalement aussi le libéral à tout craint, aussi celui qui a mis en place le quoi qu'il en coûte et qui a usé de l'État-providence comme peut-être aucun autre chef d'État avant lui, ce qui est quand même complètement contradictoire avec la doctrine ultralibérale que vous décrivez. Et de la même façon, la crise sanitaire, j'ai été frappé dans le discours notamment de Marine Le Pen samedi, il en est très peu question, alors que c'est quand même l'événement le plus inouï de ces dernières décennies qui a touché la planète entière. C'est quelque chose qui vous gêne d'en parler, puisque globalement la France, là aussi, si on dézoome un peu, s'en sort plutôt pas trop mal en ayant évité des confinements, des restrictions plus sévères ces derniers mois. Pourquoi ce sujet qui est aussi une autre préoccupation majeure des Français est-il aussi peu présent dans les discours, celui de Marine Le Pen comme celui d'Éric Zemmour d'ailleurs, qui l'avait précédé?
Non, alors d'abord, évidemment, Marine Le Pen n'allait pas dans son discours vous raconter qu'il faut tenir les gestes barrières et mettre un masque. Enfin, je pense qu'on est passé à quelque chose d'autre. En revanche, je pense qu'elle a expliqué fondamentalement ce que cette crise avait dévoilé, mis en lumière de notre société. C'est la ruine de l'hôpital public. Et d'ailleurs, la déconstruction des services publics, elle est aussi la feuille de route d'Emmanuel Macron. Enfin, quand vous pensez que pendant cette crise, le gouvernement a fermé plus de 5000 lits tout au long de cette crise, eh bien, je pense que c'est ça que dit la crise du Covid. Elle dit que notre hôpital public, que ce soit d'ailleurs la revalorisation qui n'a pas eu lieu à travers le Ségur des emplois de santé, la crise de gestion et de direction de l'hôpital public, les moyens qui ne sont pas mis en adéquation avec les besoins, le Covid a révélé l'état de notre hôpital public. Et Marine Le Pen, dans son discours, a parlé de l'idée qu'elle se fait d'un service public de la santé demain. Oui, c'est un service qui va demander des moyens, et notamment pour la fin de vie d'ailleurs. Si on dépasse même, si on dézoome, pour reprendre votre expression, le Covid, la santé au sens large, préoccupation importante des Français, c'est aussi la fin de vie. Les propositions qu'on a faites sur les EHPAD, on n'a pas attendu, là encore, une actualité brûlante. Donc je pense que le Covid a été le révélateur des faiblesses de notre société, et force est de constater qu'en matière de santé, le gouvernement n'a pas été à la hauteur durant ces années. Marine Le Pen, elle a ciblé un adversaire samedi, c'est Emmanuel Macron. Elle a parlé de la France orange macronique, pas un mot sur les autres candidats, notamment sur Éric Zemmour. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le second tour avant le premier? Est-ce que pour le moment, votre principal adversaire, ce n'est pas plutôt Éric Zemmour? Non, mais Éric Zemmour, il est dans toutes les études d'opinion quatrième. Si on fait une moyenne, Éric Zemmour n'est pas en capacité d'aller au second tour, et je crois qu'il le sait lui-même. Vous savez très bien qu'il y a un sondage ce week-end du Parisien qui donne Marine Le Pen et Éric Zemmour à égalité. Un IFOP le même jour qui donne Marine Le Pen à 18%, Éric Zemmour à 13%. Je crois qu'Éric Zemmour sait qu'il ne peut pas aller au second tour, mais il sait, et c'est peut-être son objectif, qu'il peut faire battre Marine Le Pen. Peut-être que c'est davantage son objectif pour demain reconstituer une espèce de parti de droite, d'union des droites. Enfin, nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc l'objectif d'Éric Zemmour, c'est de vous affaiblir pour... Alors, en tous les cas, il n'est pas celui de gagner, puisqu'il sait qu'il ne peut pas gagner. Mais je pense qu'il sait qu'il peut empêcher Marine Le Pen de gagner pour après, en 2027, 2028, 2032, construire une union des droites. Enfin, sincèrement, c'est pas notre objectif à nous. Il était sur vos terres ce week-end dans le Nord, lui, pour faire son meeting. Il était sur vos terres, il a parlé de vos thèmes, en tout cas des thèmes que défend Marine Le Pen dans cette campagne, le travail, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur vos plates-bandes quand même? Non, mais il en parle avec tellement peu de crédibilité, ça a été tellement peu réfléchi. Quand je vois les propositions qu'il fait sur une prime, et vous vous dites, mais ça va faire baisser les salaires, ce ne sera pas pérenne, ça ne va pas donner de pouvoir d'achat, ça ne permettra pas aux Français de se loger, parce que lorsque vous faites un prêt pour un logement, c'est pas parce que vous touchez une prime dans votre entreprise qu'on va vous accorder le prêt. C'est tellement pas sérieux que je crois que aujourd'hui les Français ils attendent de candidats, et c'est peut-être la raison pour laquelle Marine Le Pen cible Emmanuel Macron. Ils attendent de candidats qu'ils soient sérieux, qu'ils soient solides, qu'ils soient cohérents. Et finalement Marine Le Pen, elle est effectivement l'opposé total d'Emmanuel Macron. Son parcours, sa personnalité, ses propositions, son entourage, tout la différencie d'Emmanuel Macron. Sa vision de la France dans le monde, tout la différencie. Et tout la différencie pas d'Éric Zemmour. Or, je pense que Pécresse et Zemmour sont des sous-traitants. Ce sont des sous-traitants. Valérie Pécresse est une sous-traitante d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour est un sous-traitant de Marine Le Pen, avec des excès ou une radicalité qui est assumée de son côté. Mais les Français vont pas voter pour des sous-traitants, vont pas voter pour des déclinaisons. Ils vont voter pour des hommes et des femmes, en l'occurrence probablement un homme et une femme, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui ont des projets pour le pays qui sont tellement différents, radicalement différents, qu'effectivement, ils nous amèneront le pays à des résultats très différents. C'est vrai que nous, nos objectifs, les objectifs de Marine Le Pen, c'est grosso modo être plus exigeant vis-à-vis de l'Union européenne, avoir moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise avec Marine Le Pen. Quand on vote Marine Le Pen, on sait à peu près ce qu'on aura. Moins d'Union européenne, moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. C'est assez simple, c'est assez carré. Je ne suis pas sûr que lorsqu'on vote pour les adversaires de Marine Le Pen, on sache exactement quel est le programme, la déclinaison et l'offre au bout du compte. Éric Zemmour, sous-traitant, vous dites. Sous-traitant de Marine Le Pen. Oui. Au dernier pointage du Conseil constitutionnel, vous avez 35 parrainages. Marine Le Pen a 35 parrainages. On est très loin des 500 nécessaires. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle pourrait être candidate? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près à 430 promesses, mais nous considérons qu'il nous faut au moins 100 signatures de plus, et c'est très difficile. Beaucoup de maires ne veulent signer pour personne.
le système, il est vraiment verrouillé et nous avons une vraie difficulté. Et moi, j'appelle les maires à jouer ce rôle. Ils peuvent le jouer de différentes façons. Il ne s'agit pas de parrainer quelqu'un dont vous partagez les convictions. Quand on pense que Mme Artaud de Lutte ouvrière va avoir ses parrainages, on ne peut pas imaginer que Marine Le Pen ne les ait pas. Mais c'est un risque, c'est un vrai risque aujourd'hui. C'est un risque. Pourtant, ce risque, il existe. Et moi, je dis aux maires, assumez cette responsabilité. Il ne s'agit pas de se retrancher derrière un avis du conseil municipal. J'entends des maires qui me disent « Ah oui, mais le conseil municipal ne veut pas ». Il s'agit d'assumer une responsabilité qui, encore une fois, n'a rien à voir avec les convictions, mais on ne peut pas imaginer, et je pense que le président de la République aurait beaucoup de mal à être crédible, si dans notre pays, Marine Le Pen ne pouvait pas être candidate parce que le système aurait verrouillé ce dispositif de parrainage. Est-ce que ce n'est pas un signe que la dédiabolisation, elle n'a pas marché finalement? Vous voyez que les maires, ils sont réticents à parrainer la candidature de Marine Le Pen. Au contraire, je pense que c'est un signe des pressions qui sont exercées sur un certain nombre de maires, président d'agglo, de président de département, qui disent attention, si vous signez pour la candidate qui en réalité peut battre Emmanuel Macron, c'est ennuyeux, fais attention à ton budget, tu n'auras pas ta subvention. Et les maires ne veulent pas se mettre dans ces situations-là. Donc moi, je pense qu'il faut un moment que tout le monde revienne à des choses bien sensées. Marine Le Pen a besoin des signatures. Nous continuerons à solliciter les maires. Nous leur demandons de jouer ce jeu de la démocratie, parce que je pense qu'une absence de candidature de Marine Le Pen délégitimerait totalement cette élection présidentielle. Enfin, je pense que personne ne pourrait... Il n'y aurait pas de légitimité de l'élection si Marine Le Pen n'est pas présente. Candidate qui est présente à toutes les élections depuis 30 ans, à tous les scrutins, qui a rassemblé des millions de voix, qui est allé au second tour la dernière fois, qui serait verrouillé par le dispositif des 500 signatures, alors même que Mme Artaud, M. Asselineau, eux, pourraient concourir, alors qu'on peut, sans mépris, dire qu'ils représentent beaucoup moins de Français, ça pose quand même un problème. Vincent, une dernière question. Est-ce le signe peut-être que la dédiabolisation n'a pas complètement abouti de Marine? Elle avait déjà eu du mal il y a 5 ans à avoir... Enfin, du mal. Je crois qu'elle avait eu 680 ou 650 signatures, quelque chose comme ça. Là, c'est vrai qu'à la droite, ce qu'on peut appeler la droite radicale, à la droite des Républicains, il y a plusieurs candidats, avec Éric Zemmour en plus, avec peut-être Dupont-Aignan, etc. Le potentiel de candidats sur ces positionnements s'est élargi. Vous avez perdu des élus aussi aux élections départementales, régionales. Ça s'explique peut-être mécaniquement aussi, le fait de, plutôt que par un complot du système. Non, mais je n'ai pas parlé de complot et je n'utilise jamais ce genre de terme. Jamais. Je dis que le système verrouille les choses. Mais mécaniquement, oui, on a aussi perdu des élus régionaux, il y a une offre politique qui est plus large. Aussi, évidemment, ça ajoute aux difficultés. Mais je pense, quand je dis que le système verrouille les choses, il y avait la possibilité, sincèrement, de rendre anonyme ces signatures. Le gouvernement n'a pas souhaité le faire. Enfin, qu'est-ce que ça apporte finalement, cet anonymat qui est levé aujourd'hui, si ce n'est que dans l'ancien système, il y avait un tirage au sort de 500 maires. Vous en aviez un peu plus de 600. Ça veut dire que quasi tous vos parrainages étaient rendus publics déjà. Oui, d'accord, mais ça ne change pas grand-chose. Oui, on en aurait eu davantage. C'était différent. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas perdre de vue quel est l'objectif, quel est le but d'une élection présidentielle et de ces parrainages. Ces parrainages, ils sont faits pour écarter des candidats dits, je reprends les propos de certains, folkloriques. Et résultat, on est en train d'essayer, ou peut-être sera privé de candidature, une candidate qui représente des millions de Français, et des candidats que certains qualifient de folkloriques, ce que je ne... Voilà, il n'y a pas de mépris dans ma bouche, moi je ne les qualifie pas ainsi, mais qui représentent très peu d'électeurs, eux vont se retrouver candidats. Il y a un problème. Merci. Merci Sébastien Cheniaux.